Est-ce qu'en boxe, quand Turquie annonce quelque chose, c'est officiel? Pas mal comme intro. Ça le rend pas plus officiel, mais ça a un peu plus de poids qu'autre chose, surtout. Surtout en l'occurrence pour Fury Usyk le rematch, puisque la Turquie a fait quelque chose de sympa, notamment pour le combat qui avait été déplacé de février à mai. Il avait mis une amende en place pour celui qui se désistait, une amende de 10 millions de dollars. Rien que ça. Évidemment, plus la perte de la bourse, évidemment. Donc c'est une perte, par exemple, pour Fury qui a été payé 150 millions, c'est une perte de 150 millions plus 10 millions, donc c'est une perte de 160 millions. Euh, voilà. Et Usyk qui était payé un peu moins, mais pareil, c'était 10 millions aussi. Donc ça change un peu la donne, on va pas se mentir, par rapport aux annonces de quelqu'un d'autre que Turquie. Voilà. Bon, c'est officiel. Revanche, Usyk Fury, le 2, ce sera le 21 décembre, donc pour le 12e anniversaire de la fin du monde. J'ai pas fait le rapprochement, putain. Ah ouais, c'est loin, hein, je suis allé chercher loin là. J'avais pas fait le rapprochement. Alors, je propose qu'on commence par introduire par la suite de notre discussion de la semaine passée par rapport au titre IBF. Donc, on s'était laissé sur le fait que Usyk, le clan Usyk faisait opposition, ou en tout cas introduisait une demande d'exemption pour qu'il puisse conserver son titre, et ça a été accordé. Donc, Bah ouais. il reste champion IBF. Ouais, bah, magnifique. L'IBF qui fait un bon move. Alors, je pense, et on en a parlé avec Kabir, effectivement, dans notre preview sur le 5 versus 5 Queensberry Matchroom. Je pense qu'il y a que Turquie n'y est pas pour rien non plus là-dedans, parce que on rappelle, hein, les fédérations sont surtout là pour l'oseille. Hein, je l'explique très rapidement dans la vidéo avec Kabir, mais là, la vidéo explicative est en train d'arriver, le script est quasiment fini. Euh, je vous l'expliquerai dans cette vidéo-là. Effectivement, ils sont surtout là pour le pognon. Donc, Turquie, il a le pognon, il a pas peur de le dépenser. Il y a moyen que la pression soit pas venue que du clan Usyk, parce que ça me paraît très étrange qu'ils aient accepté comme ça en l'espace de 3 jours en plus. Mhm. L'IBF, c'est pas trop le genre des fédérations. Je crois qu'à part de souvenirs, à part Fury avec la WBC, mais la WBC c'est encore plus bordélique. Il y a pas grand monde qui a eu des dérogations comme ça. Euh, donc je dirais que Turquie a un peu poussé aussi, a un peu mis un peu d'argent, un peu la main à la poche quoi. Ouais, on avait dit que c'était un bon move stratégique de la part du clan Usyk parce qu'en termes de PR, de public relation, Bien sûr. c'était intéressant de mettre ce genre de pression en disant ok maintenant la balle est dans votre camp, si vous refusez vous allez avoir une horde de fans qui sera anti-EBF ou en tout cas contre cette décision. Et donc ils ont bien fait le move. En plus de ça, comme on le dit souvent, si tu surtout aux États-Unis, ça fonctionne bien dans le marketing. C'est si tu laisses pas beaucoup de temps à quelqu'un de choisir, il va être forcé, il risque de prendre un choix un peu impulsif. C'est ce qu'on fait Mm. en marketing. J'ai une super offre pour tel produit, mais par contre, l'offre, elle finit dans 4 heures, Ouais, attention. Et c'est puis le ça. lendemain, tu rebalances la même offre. C'est un peu ça Ouais, qui c'est un peu s'est ça. produit. Donc, grosse question en tant que novice de la boxe. Ce sera de nouveau pour le titre incontesté, ou y a-t-il existe-t-il une chance que entre, parce que 21 décembre, c'est pas à côté, à la base on pensait octobre, donc il y a déjà 2 mois qui sont décalés. Est-ce qu'il y a une des fédérations qui pourrait ennuyer en disant bah, décembre c'est trop loin, on retire un titre, ou ça devrait pas se présenter ça? Non, le problème c'était vraiment l'IBF. La WBC, donc c'était Fury le champion. La WBC veut Fury comme champion. Voilà, je me l'expliquerai jamais. Mais Mauricio Suleiman est absolument est une carpette en ce qui concerne Tyson Fury. À chaque fois que Fury prend une décision aléatoire, enfin il a laissé quand même défendre la ceinture 2 fois d'affilée, une fois contre Chisora, une fois contre Ngannou. Bon, à un moment donné, ils auraient pu lui retirer à ce moment-là. En fait, Fury, son parcours avec la WBC fait que quand il gagne la ceinture WBC contre Deontay Wilder dans leur rematch, c'est la première fois que Tyson Fury gagne la WBC. Il avait déjà gagné l'IBF, la WBA et la WBO contre Klitschko en 2015, mais il avait jamais gagné la WBC. Et donc, Fury, ensuite, il défend sa ceinture contre Wilder sur Wilder 3, sur Mhm. leur troisième combat. Il y a tout ce tintouin autour d'un combat contre Joshua, parce que Joshua était encore champion à l'époque, c'était avant le combat contre Usyk. Finalement, le combat se fait pas, encore une fois, pour des raisons qu'on évoque d'ailleurs avec Kabir dans le 5 versus 5. Des problèmes de promoteurs, surtout principalement. Fury défend sa ceinture contre Dillian White, qui est le mandatory WBC. Donc déjà, ce faisant, en plus il le fait dans un grand stade, avec beaucoup d'oseille en jeu, donc beaucoup d'argent pour la WBC.
Ce faisant, il s'écarte, il est plus obligé de défendre après contre son mandatory. Il s'achète un peu de temps en fait, en la défendant contre Dillian White. Et puis bon, il se crédibilise aussi parce que Dillian White, excellent combattant, classé numéro 1 WBC. Enfin voilà, c'était une vraie défense de titre. Et ensuite, il enchaîne. Ensuite, il y a tout ce tintouin autour de Joshua, Usyk et compagnie pour unification. Finalement, il combat contre Derek Chisora. Bon, la WBC lui dit rien et la WBC même. En fait, la WBC oblige un combattant à défendre sa ceinture contre quelqu'un qui est classé dans le top 15. Si c'est pas un mandatory, si c'est le champion qui choisit, son adversaire doit être classé dans le top 15 pour qu'il puisse le choisir. Donc, ils ont fait monter Chisora dans les classements pour que Fury puisse le choisir. Et ensuite, il y a eu l'histoire avec Ganou. Donc là, c'était encore plus délirant, mais là, c'était en Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite, on a bien vu, ils font ce qu'ils veulent en fait à partir du moment où ils font des chèques. Et ensuite, il défendait donc sa ceinture officiellement contre Usyk. Usyk qui n'était pas classé à la WBC, mais qui était le champion, donc l'unification prévaut. Je pense que la WBC serait capable d'emmerder complètement Usyk, par contre. Mais là, c'est pour une défense contre Tyson Fury. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que Tyson Fury reprenne la ceinture, parce qu'encore une fois, la complicité entre Mauricio Suleiman et Tyson Fury est quand même excessive, on va dire. Ouais, et du coup, eux, ça les intéresse presque pas qu'Usyk soit champion. Donc, autant qu'il la défende contre Fury, qui, on l'a bien vu lors du premier combat, est peut-être potentiellement le seul mec qui peut le battre à Usyk. Et après, tout ce qui est WBA, WBO, ça a été défendu récemment, parce que c'est un ordre. Hein. Donc là, c'est vraiment le tour de l'IBF. La WBA a été défendue, la WBO, pardon, c'était justement Usyk, le mandatory de Joshua. Donc Usyk a gagné. Après, il y a eu le rematch qui était contractuel, donc là, ils peuvent pas faire grand-chose. Et ensuite, Daniel Dubois était le mandatory de WBA et il a combattu contre Alexander Usyk et il a perdu. Donc les WBA, WBO ont été défendus. Et maintenant, c'était au tour de l'IBF et c'est pour ça qu'il y avait tout ce truc autour de ils vont lui enlever l'IBF parce qu'il refuse de la défendre pour le rematch contre Tyson Fury et donc ils vont la donner à Ergovic, ils vont la mettre en jeu dans le combat Ergovic-Dubois puisque Ergovic est le champion intérimaire IBF actuellement. Et en fait, ce qu'il y a de sympa, c'est que cette revanche, on en avait parlé dans notre analyse avant le combat Usyk-Fury, où vous aviez tous les deux dit, Kabir et toi, que le rematch serait moins intéressant parce que ce sera plus pour toutes les ceintures. Mais là, c'est plus le cas. Donc là, ce sera pour toutes les ceintures. Donc ce rematch est extrêmement intéressant. Au-delà du fait qu'on a eu un combat d'exception et qu'on est toujours en tant que fan de sport de combat excité par des revanches immédiates quand on sent que quelques ajustements peuvent changer la donne, etc., etc. Donc tout est de nouveau aligné pour en faire un gros combat. Et est-ce qu'on peut spéculer sur le fait qu'en plus de ça, c'est bénéfique pour la division poids lourd parce que ça veut dire que là, il y a plein de contenders. Il y a des gros combats. On sait qu'on veut faire combattre Joshua en septembre, si je dis pas de bêtises. Il y a Ergovic contre Dubois qui arrive ici ce week-end. Il y a Deontay Wilder contre Zhang. Joseph Parker aussi, je pense qu'il y a une longue liste de poids lourds. Il y a encore des contenders qui vont s'affronter les uns contre les autres. Et donc, le vainqueur de Usyk Fury, s'il n'y a pas de retraite, il y a un très très gros combat qui l'attend juste après. Parce que là, j'imagine qu'il y a. Est-ce qu'il y a une clause de trilogie si c'est 1-1 ? Non, il n'y a pas de clause de trilogie. C'était vraiment une clause de rematch. Maintenant, ce sera plutôt, je pense, en fonction du profil du combat. C'est-à-dire que si Tyson Fury gagne le combat et le gagne avec la manière vraiment de façon spectaculaire, un KO, je sais pas, au 6e, je pense pas que les gens demanderont une trilogie ou voilà. Les gens se diront bon, c'est bon, il a trouvé la faille, il a fait les ajustements. Si Usyk gagne le combat, tu dis bon bah là il y a plus trop de débat. Et si Fury gagne le combat mais de manière très serrée, tu dis ah bah peut-être que alors une trilogie pour décider, enfin on fait la belle quoi, pour décider de vraiment qui est le meilleur des deux de cette génération. Je dirais que si Fury gagne, peu importe la façon dont il gagne, à mon avis, et là ça engage que moi, je pense pas que Turki signera pour un 3e combat. Je pense qu'il veut direct courir vers le Fury Joshua. Direct. C'est ce que j'allais dire. En cas de victoire de Joshua en septembre, évidemment. Oui, voilà, mais alors Joshua en septembre, on sait pas encore qui va affronter. Pardon, on sait pas encore qui va affronter. On a on a alors on a 4 prétendants là pour le combat contre Joshua, on va dire. Mais le fait qu'une ceinture soit plus en jeu, du coup, parce que la ceinture IBF ne sera pas en jeu quoi qu'il arrive, a un peu fait enrager Eddie Hearn. Parce que du coup, Joshua, même s'il gagne le combat, il est plus mandatory de qui que ce soit en fait. Mais c'est un combat qui se fera malgré tout. L'idée, c'était, il voulait faire en sorte que Joshua soit champion du monde pour la 3e fois pour rejoindre Mohamed Ali. Donc c'est plus une histoire de palmarès parce qu'après si Joshua gagne en septembre,
il y a aucun monde où il combat pas contre un des deux. Et même si Joshua perd en septembre, de toute façon, je le vois. Enfin, il combattra quand même contre Fury. 2025, si on n'a pas Joshua Fury, ça a aucun sens avec ce qui se passe aujourd'hui dans la boxe poids lourd avec l'Arabie Saoudite. On aura un Joshua Fury en 2025, c'est sûr. Dans ce cas-là, les deux meilleurs scénarios pour la boxe anglaise, si on est vraiment fan neutre, hein, évidemment, si on aime bien Tyson Fury et Usyk, ce serait soit une victoire de Tyson Fury pour avoir Fury contre Joshua qu'on n'a jamais eu, soit Usyk qui gagne et qui se retire. Parce que est-ce que Usyk Joshua ça a 3 Non. ça Ça, vend? ça a Non. d'intérêt pour personne, Usyk Joshua 3, parce que je sais ce que ce serait le narratif. Hein. Le narratif, il serait très simple. Il serait de dire, oui, mais Anthony Joshua était plus le même après sa défaite contre Ruiz. Là, on a retrouvé le vrai Joshua depuis qu'il s'entraîne avec Beth Davidson. On a retrouvé le Joshua agressif, le Joshua qui met des KO. Ça changera rien contre un mec comme Alexander Usyk. Le Usyk est la kryptonite parfaite d'un mec comme Joshua, et on l'a vu surtout sur Usyk Joshua 2, où l'effort de Joshua était beaucoup plus prononcé et où la strat était bonne, honnêtement. Le game plan était le game plan qu'il fallait pour battre Usyk quand t'as les armes de Joshua, et ça n'a absolument pas marché. Il prend peut-être 4 rounds sur le combat, quoi. Donc faut être je pense que personne en veut de la trilogie Usyk Joshua, malheureusement. Enfin, personne. Si elle est là, on la regardera, évidemment. C'est un immense combat. Mais à mon avis, je pense que tout le monde veut voir. Déjà, je pense, et je veux pas parler au nom de tous les fans de boxe, dites-nous ce que vous en pensez, mais je pense que au-delà du rematch, je pense que Usyk, personne veut le voir contre personne maintenant, en fait. Les gens veulent juste dire, mec, prends ta retraite, t'as 38 piges, t'es le boss, en fait. T'es juste le boss final. Ne risque pas, pour le coup, ton zéro. Pars vers le soleil couchant, fais-nous une Rocky Marciano, soit le deuxième champion poids lourd de l'histoire à te retirer invaincu et à dire, il a fini le jeu, ce mec, hein, médaillé d'or Ouais. olympique, champion du monde amateur, champion du monde unifié des cruisers, champion du monde, enfin incontesté, champion du monde incontesté des lourds. Honnêtement, là on est encore un peu dans l'émotion du combat contre Fury. On va prendre du recul plus tard, mais c'est un des plus grands de tous les temps. Donc, on en parlera effectivement dans quelques années où on aura plus de recul sur tout ça. Mais c'est un des plus grands de tous les temps. Et réussir ce qu'il a réussi dans la génération des géants, aller chercher incontestablement le top 2 de la catégorie. Hein. Il n'a pas choisi le chemin facile. Hein. Il a battu 2 fois Joshua, 1 fois Fury. C'est surréaliste ce qu'il a fait. Et puis il a battu Dubois, il a même battu un mec beaucoup plus jeune que lui, un prospect dont tout le monde disait qu'il avait ce qu'il fallait dans les points pour le mettre KO. Enfin, il peut faire le rematch contre Fury, prendre un énorme chèque, renégocier sa bourse par rapport au premier combat, prendre un petit 150-200 millions et partir dans le soleil couchant, richissime, voilà, et se consacrer à sa famille, à ses projets. Et personne lui en voudra, au contraire. Ah oui, Alors que non, non, non. Fury, on veut le voir contre Joshua. Fury, on aimerait potentiellement le voir, je sais pas moi, contre Joe Joyce. Fury, il y a encore 2-3 combats intéressants à faire, mais Usyk, maintenant, il est trop au sommet de la catégorie. Il y a personne qui va le chercher là maintenant. Il y a des gens qui parlaient d'Usyk Wilder, mais moi, je veux pas voir Usyk Wilder. Ce serait le pire combat possible. Wilder, non seulement il touche pas une seule fois Usyk du combat, et puis, ce serait un sac de frappe pour Usyk. Ça a aucun intérêt ce combat. Non, moi, ouais. Donc, ça résumait bien. Les meilleurs scénarios, c'est une victoire de Fury, ce qui amène Fury, Joshua avec le plus de hype du côté de Fury. À Wembley, tant Ou qu'à faire. bien, ouais, ou bien une victoire de Usyk qui se retire derrière et on peut quand même avoir Fury Joshua, même Pour les s'il y aurait ceintures un peu, vacantes. voilà, pour les ceintures vacantes, en espérant que Fury aura de nouveau fait bonne figure contre Usyk, histoire qu'on n'ait pas ce truc de, il vient de faire une mauvaise performance, qu'est-ce que ça va donner contre Joshua pour pas qu'il y ait cette petite astérisque en cas de victoire de Joshua. Bien sûr. Bon, ben nickel. Voilà. Franchement, la boxe, là, c'est. Je pense qu'il y a Demetrius Johnson qui vient de faire une interview où il disait que la boxe était plus excitante que le MMA pour le moment. Ouais, alors Demetrius Johnson, par contre, oh là là, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que GOAT absolu du MMA, Oui. là vraiment, je comprends pas ce qui se passe avec DAZN. Je comprends pas l'angle. Je suis désolé avec le DAZN en Monde. World, pas DAZN France. Hein. Je comprends pas l'angle qu'ils ont pris de mettre, par exemple, Ariel. Ariel est un excellentissime journaliste MMA. Enfin, je pense hein, qu'il n'y a pas trop de débat Ouais. là-dessus. Les gens peuvent pas aimer la personnalité, mais je pense qu'en termes d'expertise et de qualité, attention les yeux. Mais en boxe, il y connaît pas grand-chose et ça se voit. Et il a été placé là maintenant chez DAZN. Il s'occupe de la boxe. Et dans les interviews et tout, tu le vois que c'est vraiment pas ça quand même. Et Demetrius Johnson, là, il a fait une interview pareil avec DAZN Boxing où il a fait sa liste pound for pound et sa liste all-time great. Elle est catastrophique. Hein. Je suis désolé, mais
Enfin, c'est la liste d'un mec qui ne regarde absolument pas la boxe. Et du coup, c'est dommage, je trouve, de lui donner la parole comme référence, en fait. C'est un immense combattant. Sa chaîne YouTube est géniale. Il est trop fort en analyse. C'est incroyable quand il analyse les combats et tout. J'adore, moi, ses live gaming aussi. Enfin, j'aime beaucoup Demetrius Johnson et j'ai un respect immense pour lui. Je pense qu'il est justement pas assez reconnu en tant que GOAT. Par contre, là, je comprends. En boxe, je comprends pas je comprends pas. Il dit Bah, des trucs. Waouh. Ça peut être d'un point de vue communication, tu vois, essayer de rapatrier un public MMA en boxe anglaise. Et du coup, Bien tu sûr. prends quelqu'un comme Demetrius Johnson qui, voilà, qui a le respect de Mm. tous les fans de MMA. Et alors là, j'improvise complètement cette pensée, mais je sais plus comment il s'appelle. Chez ESPN, il y a un Mm. journaliste black, Smith, c'est Ouais, possible. ah oui, mais je vois de qui tu parles. Et lui aussi, il a toujours des avis Ouais, catastrophiques ouais, sur le MMA. Et pourtant, il est tout le temps, tu vois, il est tout le temps, ESPN le met partout. ouais, Et ouais, mais je vois exactement qui c'est. je suis en train de me demander si c'est pas une stratégie de communication, d'avoir Ah ouais, quelqu'un pour que de les gens connu, réagissent. voilà, quelqu'un de Mm. connu qui donne un avis catastrophique et Ah, ça crée de ça l'engagement. ferait, voilà, ça crée de l'engagement. Et il y a jamais de mauvais, enfin, tu vois, il y a cette notion de, il y a pas de mauvaise pub. Et dans ce cas-là, voilà, tu remets jamais en cause la carrière MMA de Demetrius, tu remets jamais en cause le travail journalistique de Ariel Helwani, mais tu les mets dans ces positions-là. On sait qu'ils vont avoir des avis qui sont un peu catastrophiques pour les gros connaisseurs de boxe anglaise, mais ça va créer de l'engagement et ça fonctionne plutôt bien. Ouais, ouais, non, c'est vrai, t'as raison. C'est Mais peut-être c'est vrai ça. que je vois de qui tu parles chez ESPN parce en fait, il est arrivé sur la boxe et on a eu le même problème. À la base, je crois qu'il était foot américain, Ouais, c'est ça. NBA, tout ça. Et quand il est arrivé à la boxe il y a 15 ans, ça a été le même problème. Tous les gens de la boxe lui disaient, quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il avait que des avis catastrophiques, mais en fait, lui, ça fait presque volontairement catastrophique, Ouais, pour effectivement créer des réactions. Alors que Demetrius Johnson, ça fait vraiment, je connais pas la boxe. Enfin, sa liste là de Pound for Pound, c'est atterrant, hein. Et je voyais les commentaires des gens qui disaient non mais pitié, arrêtez, enfin, donnez Mhm. pas la parole à des gens qui regardent pas la boxe. Enfin, c'est terrible, voilà. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui est bizarre, tu vois, c'est que, allez, DAZN, c'est quand même une grosse entité. Tu proposes ce job à Demetrius, tu lui dis que le thème de l'émission, c'est à un moment, tu vas faire ton top 5 pound for pound actuel et ton top 5 GOAT all time. GOAT all time, c'est un pléonasme, mais euh, soit Demetrius doit demander à des potes qui s'y connaissent en boxe anglaise d'un peu l'aider dans la création de la liste, soit DAZN doit l'aider en disant, écoute, voilà une liste de suggestions où tu peux pas trop te tromper, l'ordre, tu fais comme tu veux. Soit ils ont fait exprès, ils ont dit, voilà, tu dis de la merde. C'est pas Ouais, mais impossible. Ce serait ouais, marrant. bah, c'est un peu ce que Signe un fait l'UFC. NDA, signe un NDA pour pas que tu puisses Oui, plus tard dire ah non mais on m'a dit de dire de la merde, ouais. voilà. Mais c'est un peu ce que Euh, fait l'UFC avec ces shows pré-pesés là, sur les événements numérotés, où ils ont toujours des quiz, oui, le top 5 des combattants russes de tous les temps, oui, votre top 5 de machin, votre top 5 de machin, et t'en as toujours un, bon, en général c'est Daniel Cormier, qui fait une liste complètement catastrophique, ou moi qui suis pas un expert MMA, qui suis juste un mec qui suit le MMA depuis plus de 20 ans maintenant, mhm. sans être vraiment un expert, à chaque fois je me dis non mais c'est pas possible, ils font exprès. Mais Et je des crois que mecs c'est fait comme Daniel exprès. Cormier, ils font exprès, c'est obligé. Ouais. Et c'est peut-être le cas effectivement chez Demetrius Johnson, hein. Enfin, L'engagement désolé, on quoi. a digressé, mais ça m'a fait penser à ça, le truc de Demetrius Johnson. Quand il parle de boxe, à chaque fois, je fais ah non, je t'adore Demetrius, pitié non. Donc maintenant, je regarde plus, comme ça, je reste sur mon avis de Demetrius Johnson et le GOAT. Je veux pas son avis sur la boxe. Voilà. Et donc, digresser, c'est typiquement Fight Minds, mais là, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon sur le sujet. Juste comme ça, on clôture, parce que j'aime bien être le plus factuel. C'est Stephen A. Smith, C'est lui, le journaliste évidemment. dont on Bah, vous parle. connaissez tous sa tête, hein. Vous connaissez tous sa tête, hein, parce que vous l'avez vu, oui, oui, moi c'est lui. Vous l'avez vu sur ESPN. Enfin, vous l'avez vu dans des extraits quoi qu'il arrive, que ce soit en boxe, en MMA. Et si vous regardez des chaînes un peu anglophones, vous avez vu des chaînes anglophones YouTube le dégommer normalement, que ce soit MMA ou boxe, pour dire à chaque fois il est dans les vidéos les pires avis de l'histoire du MMA, les pires commentaires. Enfin, il est toujours dedans. Et effectivement, c'est peut-être un jeu, ouais. C'est peut-être un jeu. Ouais, si tu es bien payé pour le faire et que en tant que chaîne télé, tu te protèges avec un NDA, en tant que Oui, personnalité TV, tu te protèges avec beaucoup d'argent, et ouais. puis tu dis j'accepte de dire quelque chose. Ouais, il y en a certains qui sont prêts à le faire et puis qui se disent bah ça fait une touche d'humour à ma personnalité. Bon, ben parfait, très content que Oui, le on en rematch connaît, hein. ait lieu. J'aurais préféré que ce soit en octobre, mais Pareil. on va pas se plaindre du 21 décembre. Moi, je pense que je suis content que ce soit en décembre parce que j'aimerais bien y aller.
Je vais voir pour. Enfin, du coup, j'irai en tant que média accrédité pour évidemment faire les shorts, les trucs comme ça et tout pour la chaîne. Mais il fait plus froid en décembre, donc je prends. Parce qu'il fait chaud en Arabie Saoudite. Là, en mai, il faisait 48 degrés à longueur de journée. En décembre, c'est du entre 15 et 20. C'est pas pour moi. C'est Ouais, je fais mourir. pour moi. Tu m'étonnes. À très vite. Ciao, ciao, Dagan. Ciao tout le monde.